Bonjour, je suis Adèle. Ici, vous découvrirez des voyages qui ont bouleversé la vie et chamboulé les convictions d'hommes et de femmes de tous âges et de tous horizons. Chaque semaine, je reçois un invité qui me raconte en quoi un pays a transformé sa vision du monde ou l'a poussé à quitter un mode de vie qui ne lui correspondait plus. Alors laissez-vous porter par le premier podcast qui raconte une histoire autour d'un voyage. Bienvenue chez les Frenchies autour du monde, le podcast des voyages qui ont du sens. Si vous voulez suivre les coulisses du podcast et être informé des dernières nouveautés, n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram et au compte Facebook Frenchies autour du monde. Les liens sont directement dans la description de l'épisode. Le podcast est également diffusé toutes les semaines sur la web radio Allô la planète. Je vous souhaite une belle découverte sur allolaplanète.fr. Pour Virginie, enseigner est une véritable vocation. Et il y a quelques années, elle a pris la décision d'aller voir comment ça se passe ailleurs. Et depuis, elle n'est jamais rentrée. Ensemble, on revient sur son expérience en tant qu'enseignante à Miami, puis sur son envie de voyager plus forte que tout, qui l'a poussée à partir 1 an en tour du monde. Durant ce voyage, Virginie a eu un énorme coup de foudre pour la Thaïlande, et vous l'aurez remarqué, aimant tellement les défis, elle se mettra à la recherche d'écoles dans lesquelles postuler au retour de son voyage. Aujourd'hui, Virginie enseigne dans l'école de ses rêves à Phuket et nous raconte son quotidien d'enseignante dans un établissement incroyable où le champ des possibilités est infini en matière d'enseignement. Alors, let's go pour ce shoot de bonnes vibes, de bonne humeur et de chaleur. Je vous souhaite une très belle écoute. Salut Virginie. Salut. Bienvenue dans le podcast. Merci. Ça me fait très plaisir de te recevoir aujourd'hui, surtout que tu m'as été... que j'ai découvert ton compte grâce à un auditeur ou une auditrice. Donc ça, c'est toujours chouette, ce genre de rencontre, je trouve. Ah ouais? Ah bah ouais, je m'y attendais pas. En fait, j'ai fait un petit appel de témoignage il y a quelques semaines dans une box. Ouais. J'ai dit aux personnes de me laisser des comptes Instagram qui les inspiraient. Et t'étais dedans. Oh, trop chouette. C'est comme ça que je t'ai découverte. D'accord. Ouais. Ça fait plaisir. Tu inspires des gens, ouais, tu vois. Je le savais pas, mais voilà, ça fait plaisir. Du coup, je vais commencer par te demander de te présenter pour toutes les personnes qui nous écoutent, nous donner ton prénom, ton âge, la ville d'où tu viens en France et nous dire ce que tu fais dans la vie rapidement puisque je pense qu'on va en parler pas mal. D'accord. Donc moi c'est Virginie, j'ai 35 ans. Je suis originaire de Nancy, dans l'est de la France. Et donc je suis professeure des écoles. Aujourd'hui, je vis sur Phuket et j'exerce ce métier-là. Je vais commencer par la question que je pose toujours à mes invités. J'aimerais que tu nous en dises un peu plus sur l'origine de ta passion du voyage. Est-ce que toi, c'est arrivé plutôt dans l'enfance ou sur le tard, justement? Alors moi, ça a commencé à 18 ans, dès que j'ai eu la possibilité de partir à l'étranger. Mon tout premier voyage, ça a été en Tunisie, à Djerba. Et je l'ai fait pendant que j'étais en fac de sport. Et depuis ce jour, j'ai pas arrêté de voyager. Et depuis que je suis professeur des écoles, c'est beaucoup plus simple. Quasiment, en fait, toutes les 6 semaines. Toutes les 6 semaines, je suis en voyage depuis maintenant 17 ans. Voilà. Donc, ah waouh, sacré rythme. Oui. Du coup, en fait, les vacances, c'est pas quand je pars, c'est quand je reviens au travail. Ah c'est oui. ce que je dis toujours. Un peu la chose comme ça. Non, c'est justement, je dis ça parce que je suis beaucoup plus sur le voyage que les vacances. Donc, ça demande toujours un rythme assez important. Ah, c'est ça. Voilà. Oui, c'est clair. Et du coup, quel type de voyageuse tu es, toi? Alors, en fait, mes voyages ont évolué. J'ai commencé au départ par des voyages un peu tout inclus. Donc, le but n'était pas non plus de se reposer à l'hôtel, mais en tout cas, je réservais toutes les activités, tout était prêt avec l'hôtel, voilà, les repas aussi. Et puis, au fur et à mesure, j'ai commencé à organiser moi-même mes voyages et à ne plus passer par une agence, puisqu'avant, c'est ce que je faisais. Et encore, là, j'ai encore évolué récemment, depuis 2015, depuis que je me suis expatriée aux États-Unis.
Et là, je suis vraiment sur un mode road trip. Donc c'est vraiment à l'aventure. Ah ouais. Quand j'étais à Miami, je partais avec ma coloc. Aujourd'hui, je suis seule, donc je fais des road trips toute seule. Voilà. Voilà comment ça. Donc là, on passe sur le voyage solo. Ouais, voyage solo, voyage solo. Et je le fais évoluer aussi encore un petit peu, puisque quand j'ai commencé, j'allais pas trop vers les locaux, j'allais pas trop à la rencontre des gens. Et là, depuis 2-3 road trips, ça y est, je commence vraiment, entre Tu guillemets, à prends m'ouvrir. confiance. Voilà, ouais, j'ai jamais fait toute seule, puisque je me suis jamais retrouvée Hmm. voilà, célibataire à voyager. Et là, dernièrement, voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait plein de rencontres et puis en fait, c'est super chouette, quoi. Parce que toutes les opportunités s'ouvrent devant toi et voilà, il n'y a plus qu'à les saisir, quoi. Ah oui, c'est clair, c'est génial. Et est-ce que tu pourrais peut-être nous redire un peu le contexte du pourquoi, du comment s'expatrier à Miami? Qu'est-ce qui te... Où est-ce que tu en es dans ta vie, peut-être en France, pour te dire, tiens, je vais partir m'installer à Miami et on verra. Alors, donc moi, je suis prof depuis que j'ai 21 ans. Et à 29 ans, pour des raisons personnelles, qui fait que j'étais avec une personne qui ne souhaitait pas s'engager davantage dans la relation. Et plus le fait d'avoir 29 ans, d'approcher la trentaine, je me suis dit, c'est le moment. En fait, c'est le moment de bousculer un peu ma vie. J'ai une zone de confort, voilà, en France. Ça fait 8 ans que j'exerce et tout se passe bien. Et puis, j'ai eu envie d'un challenge. J'ai vraiment eu envie d'autre chose. Et je vais pas dire que j'avais le rêve américain, c'est pas vrai, mais en tout cas, c'est un continent qui m'attirait beaucoup. J'avais déjà été à New York en voyage, quoi, et j'avais vraiment envie de découvrir ce pays. Donc je me suis dit, bah, allez, pourquoi pas, les États-Unis, c'est parti. Donc j'ai envoyé 22 CV et j'ai eu 2 réponses positives en l'espace de 15 jours. Donc une Ah première ouais. réponse de Los Angeles et une deuxième réponse de Miami. Euh, Et alors là, tu postulais donc dans des écoles françaises? alors, ou française ou franco-américaine, quoi. Voilà, j'ai fait les deux, envoyer des CV directement aux écoles. Et toi, tu enseignes pour quel âge? Alors moi, je suis professeur des écoles, donc je peux enseigner de la petite section de maternelle au CM2. Donc ça balaye quand même pas mal de classes. Oui, c'est Voilà, ça. maintenant j'ai toujours mes préférences, hein, forcément. C'est ça. Au bout d'un moment, je pense, oui, tu es plus à l'aise avec certains âges. Oui, voilà, et en plus, tu vois, quand j'ai répondu à Miami, je leur ai dit, bah voilà, moi, si c'est pour une classe de maternelle, je viens pas, quoi. J'avais déjà posé mes conditions, mais en même temps, je ne voulais pas y aller et prendre, entre guillemets, n'importe quoi, prendre quelque chose dans lequel je suis pas à l'aise. Je trouve ça intéressant parce que, donc ouais, tu te dis, c'est le moment ou jamais à 29 ans, mais en même temps, ça reste quand même très, très réfléchi, tes Ouais, choix, ah oui, ouais, bah, mine de rien. Même si, ouais, réfléchi parce que j'ai pesé le pour et le contre. Alors, tu pèses le pour et le contre professionnellement. C'est une expérience de dingue. Tu te dis que sur ton CV derrière, c'est extraordinaire. c'est clair. Euh, Après, tu te demandes aussi personnellement, bah là, il faut lâcher tout. Donc, moi, dans ma vie, bon, bah, la personne ne souhaitait pas s'engager, donc ça posait plus de problème. Mais là, reste le problème de la famille. Et c'est là où il faut leur annoncer que je vais partir, quitter la France et je reviendrai qu'une fois par an au moment des vacances d'été. Et là, en fait, même si la décision au départ, elle est pour moi, il y a un moment donné où tu penses quand même aux autres. Et tu te dis, bon, ça va pas forcément faire plaisir, mais malgré tout, je suis restée focus sur mon projet à moi, quoi. Complètement. Mais alors, comment est-ce qu'ils réagissent ton entourage? Parce que toi, finalement, jusqu'en 2015, tu partais en Et je voyage, revenais. mais tu peut-être jamais évoqué d'envie Non, d'expatriation? jamais. Honnêtement, jamais. J'en ai jamais parlé. Ça ne m'a pas traversé l'esprit. C'est vraiment cette relation qui n'aboutissait pas. Ce déclic, ouais. Ouais, ça a été un déclic. Et puis c'est vraiment l'âge, ouais, la trentaine. Tu vois, je me suis dit, mais ça fait 7 ans déjà que j'enseigne en France. Voilà, j'ai envie de voir autre chose. J'ai envie de voir ce que c'est l'école privée par rapport au public. Puis j'ai envie de challenge. Ma vie, finalement, c'est que ça. Moi, c'est ce qui me. Les nouveaux projets, les challenges, les défis, c'est vraiment ce qui me fait vivre tout le temps, tu vois.
Donc ça a été le moment. Et puis je me suis dit, bon, autant être toute seule, autant être toute seule au soleil. Hein, voilà, quitte. C'est ça. Je veux dire, en Lorraine, c'est pas non plus la météo incroyable toute l'année. Donc je me suis dit, bah voilà, écoute, quitte à être toute seule, autant partir au soleil. Et puis voir ce qui se passe dans le monde, quoi. Hein. C'est ça. Et du coup, tu as le soutien de tes proches quand tu leur annonces que tu veux partir? Alors, j'ai eu plusieurs réactions de mon entourage. Forcément, ma maman, bah, ça lui a fait bizarre, quoi. Hein, c'est sûr. Maintenant, je sais que, bon, elle m'a soutenue, puisque d'ailleurs, elle est venue avec moi m'installer à Miami. On est partis toutes les deux. Ah, super. Et après, sinon, c'est vrai que j'ai quelques personnes qui se sont, entre guillemets, inquiétées en se disant, mais t'es toute seule, tu pars aux États-Unis, tu connais rien, tu recommences ta vie à zéro, mais qu'est-ce qui te passe par la tête, quoi. Et dans mes amis, à ce moment-là, mes copines se mettent en couple, ont leur premier enfant, viennent d'acheter la maison. Et moi, j'ai tout vendu, j'ai plus rien. Bon, j'ai encore mis quelques affaires dans les greniers de mes grands-parents, et je sais pas où. Mais j'y vais, quoi. J'y vais, et puis je me dis que il y a pas de raison que j'y arrive pas. Et puis voilà, je recommence ma vie à zéro, quoi. Et alors, est-ce que tu veux peut-être nous raconter un petit peu comment ça se passait ton job à l'école? Est-ce que ça te plaisait? Alors, pour être honnête, la toute première année a été vraiment difficile. C'est d'ailleurs sur la première année où je me suis dit, mais je vais rentrer, parce que j'ai fait un choix que j'aurais pas dû faire. La langue, hein, premièrement, voilà, vraiment ce qui est difficile, alors je parlais un petit peu anglais, hein, de par les voyages, etc., mais quand tu es dans un nouveau pays, c'est vraiment la langue de tous les jours, et là c'est beaucoup plus compliqué. C'est une langue aussi que tu utilises au travail, que moi j'avais pas l'habitude en France. Et après, ce qui a été aussi difficile, c'est finalement de me retrouver seule, loin de tout le monde, c'est-à-dire que dès que tu as une galère au niveau du boulot, ou même personnel, ou que tu tombes malade ou quoi, avec les 6 heures de décalage horaire, le temps que tu appelles les gens en France, puis de toute façon, ils font pas grand-chose. Hein. Ils peuvent rien faire pour toi, tu vois. Ça, Donc, c'est ça qui a été psychologiquement difficile pendant un an. Après, au niveau du travail, ça a été beaucoup de travail, beaucoup plus qu'en France. C'est une école privée, donc il faut se donner. Hein, presque, on compte pas les heures. J'ai beaucoup travaillé la toute première année. J'ai bossé vraiment pendant les vacances et pendant tous mes week-ends. Et puis au fur et à mesure que j'ai pris le rythme, j'ai pu diminuer un petit peu la deuxième année et commencer à profiter vraiment pour voyager, puis même sortir même en semaine, alors qu'avant c'était pas possible. Et voilà, ça c'est au niveau de la préparation. Au niveau des conditions de travail, ça n'a rien à voir avec la France, sachant que là il y a beaucoup de moyens. Et avec des moyens, c'est vrai qu'un professeur peut mettre en place plein de choses. Donc ça c'est super intéressant. Et le côté négatif de tout ça, de tous ces moyens, justement, le fait qu'il y ait cet argent et qu'il y ait cette relation avec les parents qui sont en fait des clients, hein, parce que c'est une école privée, tu as quand même un devoir de résultat beaucoup plus important qu'en France, je trouve, et une pression que je n'avais pas en France. Voilà. Ah ouais. Ouais. Pour certains parents, je dis pas pour tous, hein, mais pour certains parents, le fait de payer très cher une école leur donne le droit un petit peu de tout et n'importe quoi. Il y en a certains qui abusent, hein, clairement. Et ça, c'est difficile. Il y a des fois, il faut s'accrocher, quoi. Heureusement, on se soutient avec les collègues puisqu'on est tous expatriés et en fait, on se rend bien compte que comme on n'a pas de famille et très peu d'amis, les collègues, c'est vraiment ta toute première famille quand tu es à l'étranger. Et en fait, on se soutient vraiment tous, la direction et aussi derrière les enseignants en soutien. Donc là, c'est ce qui permet de continuer dans la voie qu'on a choisie, quoi, tu vois, et de pas lâcher en fait, et de pas dire c'est bon, au bout de 6 mois, je rentre en France parce que j'en peux plus, quoi. Mais alors là, c'était que des parents français? Ou est-ce qu'il y avait aussi des parents américains? Ou est-ce que c'était que des parents américains? Alors il y a les deux. Hein. Il y a des ouais. tu as des enfants français, hein, complètement français, parce que ce sont des expatriés. Donc les parents
ont leur boîte voilà, aux États-Unis, hein, et puis ils décident d'inscrire leurs enfants donc, dans une école franco-américaine avec le programme français pour continuer la scolarité au cas où ils rentrent en France un jour, tu vois, qu'ils ne perdent pas d'année. Et ouais. Ou alors, tu as des parents américains, ou alors dans ces cas franco-américains, tu peux avoir un parent français, un parent américain, et là qui font le choix tout simplement d'avoir une éducation à la française. On a vraiment tout type d'enfants, puis alors après, même au-delà de ça, hein, tu as carrément des enfants d'autres nationalités. Hein. C'est aussi l'avantage majeur, c'est que tu es confronté à une multitude d'enfants de cultures différentes, de nationalités différentes, et c'est ça la richesse aussi de l'expatriation, quoi. C'est clair. Et vous suivez du coup les programmes français par rapport au niveau français? Ouais, exact. Hein, on est obligé de suivre le programme, les instructions officielles du ministère de l'Éducation nationale français. C'est ça. Ok. En plus, l'école où j'étais, c'était une école qui était homologuée AEFE. Alors, AEFE, c'est l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger. Et donc là, effectivement, tu as une obligation de suivre ce qui est fait en France. D'ailleurs, les vacances sont calées de la même manière. Enfin, voilà, on fait tout comme en France, sauf qu'on le fait à l'étranger. Ah, ok. Ah, c'est super intéressant. Parce que du coup, les enfants se retrouvent pas en vacances en même temps que les autres enfants dans les écoles vraiment américaines, publiques, Ouais, etc. c'est ça. Alors, ce qui est aussi un peu, pas forcément difficile, mais ce qui est aussi prenant, c'est que quand tu es dans un pays, quand tu es expatrié, tu dois alors suivre le programme, les instructions officielles françaises, mais tu dois aussi quand même suivre ce qui se passe dans le pays d'accueil, tu vois. Donc, on fête les fêtes françaises, mais on fête aussi les fêtes américaines. Tu vois, donc le programme, finalement, les enfants, il est assez chargé puisqu'il doit y avoir un petit peu des deux, quoi. Tu peux pas faire que vraiment Effectivement, français. ouais. Tu vois. On faisait Ouais, Thanksgiving, effectivement. toutes ces choses-là. On faisait Halloween, Ah ouais. Thanksgiving, mais à côté de ça, on pouvait faire, tu vois, je sais pas, la Chandeleur, Carnaval, Pâques, tu vois. Donc, t'es obligé de faire des deux, quoi. Ouais, ça fait beaucoup. Alors donc toi, tu restes plusieurs années à Miami et après tu pars en tour du monde. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui te prend de... Explique-nous. Alors oui, alors je reste 4 ans à Miami. Je devais rester 5 ans. Et puis finalement, j'ai rompu mon contrat un an plus tôt. En fait, j'ai rencontré quelqu'un avec qui j'ai eu l'opportunité de partir en tour du monde. Alors moi, c'était un projet dans tous les cas que j'avais à la suite de Miami. Au départ, je voulais le faire au bout de 5 ans parce que je m'étais dit que j'avais énormément travaillé avec beaucoup de pression, etc. Et j'avais envie de faire un break. Et je m'étais dit, l'année sabbatique, je ne la prendrai pas à 60 ans, il faut que je la prenne maintenant. Donc, je m'étais dit, voilà, après les 5 années à Miami, je prends mon année sabbatique, je pars en tour du monde. Sauf que j'ai rencontré donc mon ex, hein, maintenant, aujourd'hui, avec qui donc, je suis partie en tour du monde un an plus tôt que prévu. Ok, donc tour du monde, vous aviez décidé donc les pays en particulier et puis c'est tout et puis après on improvise ou comment c'était? Vous étiez dans quel état d'esprit? J'ai tout organisé. Donc j'ai organisé un an de tour du monde. Voilà, donc j'avais choisi les pays en fonction de la saison. Donc en fait, on tournait dans les pays pour arriver à chaque fois l'été. Voilà, parce que, bon, Oh, génial! si tu arrives Un an un d'été, an c'est d'été sympa ouais, ça? et un an de voyage, ça c'est cool. Ah ouais, tu m'étonnes. Et donc voilà, tout était prêt. Les avions étaient pris entre les pays, voire les continents. Alors ça, c'était pris sur les 8 premiers mois. Tout était booké de août 2019 à mars 2020. Et Ah, puis, bah ça tombait plutôt bien. ouais, alors je sais pas si j'ai fait exprès ou pas, j'en sais trop rien. Donc tout était décidé, si tu veux, après à l'intérieur de chaque pays. L'itinéraire était prévu aussi. Ah ouais, dis donc. Ouais, bah oui, parce qu'en fait, tu sais, dans un tour du monde, si à un moment donné tu te dis pas il faut partir, bah t'as le temps qui passe aussi. Et il y a des endroits, tu peux y rester 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, puis bah sur 3 semaines t'as pas fait grand chose en fait, t'es resté au même endroit. Alors je disais pas qu'on faisait un jour une ville par jour, mais on avait mis des dates butoirs sur lesquelles il fallait vraiment quitter le pays. Alors déjà aussi des fois par des soucis de visa, mais surtout parce que il fallait qu'on garde un certain rythme. Parce que si tu ne prévois rien,
voilà, tu peux étendre, hein, tu peux étendre ton voyage sur le pays et je vais pas dire perdre du temps, mais ça te décale ce que tu as prévu, quoi. On avait quand même des jours, si tu veux, pour des imprévus, tu vois, il y avait quand même quelques jours de battement avant de reprendre l'avion. Puis alors après, c'était à nous de les organiser pendant le temps où on était dans le pays, quoi. C'est ça. Donc là, votre tour du monde se passe jusqu'en mars 2020. Et où est-ce que vous vous trouvez en mars 2020? Alors en mars 2020, on se trouve en Nouvelle-Zélande et on est à 2 doigts de décoller pour les Philippines. Voilà. Et là, on nous annonce la quarantaine de la Nouvelle-Zélande à cause du Covid. Donc, et ben tout s'annule, le Coincé. monde se ferme et on n'est qu'à 8 mois sur 12, hein, donc Un petit goût d'inachevé. ah ben même un très grand goût d'inachevé. Moi, j'ai pris ça pour un échec très longtemps. Ah. Aujourd'hui, ça ne l'est plus, mais parce que je me suis dit que je le finirais. Voilà, je vais le finir parce que sinon, je crois que j'arriverai pas à oublier. Tu vois, c'est ce que je disais. À faire ton deuil. Ouais, mais c'est ça, mais parce que tu te dis, mais tu vois, dans une vie, faire un tour du monde, bon, déjà, je vais pas dire que c'est rare, mais tout le monde ne fait pas de tour du monde. La seule année où je le décide, mais la seule année, j'aurais pu le décider 4 ans avant ou 10 ans après, non, je tombe sur l'année du Covid. Tu vois, et je trouve ça pas juste, quoi. Donc Ouais, je il faut que comprends. je le termine. Il faut que je termine ces 4 mois. Voilà, c'est pour le principe. Et alors, aujourd'hui, je voulais vraiment qu'on parle de ton expérience d'enseignante en Thaïlande. J'aimerais beaucoup que tu nous expliques comment est-ce que tu es finalement arrivée en Thaïlande après avoir été bloquée en plus plusieurs mois en Nouvelle-Zélande. Et puis surtout aussi que tu nous parles de ton état d'esprit tout le long. Pendant mon tour du monde, j'ai visité la Thaïlande. Ça faisait partie des pays que je n'avais jamais visités et qui étaient au programme. Et très rapidement, hein, moins d'une semaine, en étant sur le sol thaïlandais, je me suis dit, mais j'ai envie de vivre ici, c'est sûr. J'ai vraiment eu un vrai coup de cœur pour ce pays. Ah, c'est fou. Incroyable. Mon rêve n'était pas de visiter la Thaïlande, mon rêve c'était l'Australie. J'y suis allée en Australie, j'ai passé 2 mois et demi, hein, j'ai fait tout le tour, j'ai fait les 22 000 kilomètres en van. Et pour autant, quand j'étais en Australie, donc c'était le pays suivant la Thaïlande, et j'ai jamais oublié ce pays, quoi. Tu vois, je faisais que de penser à la Thaïlande et je me suis dit, mais C'est je fou veux ça. habiter là-bas. Il y a quelque chose, il faut que j'y aille. Donc, après cette semaine où je me suis dit, mais il se passe quelque chose d'incroyable dans ce pays, je vais voir s'il n'y a pas une école, parce que de toute façon, après le tour du monde, il faut que je me remette à travailler, hein. Et donc, j'ai regardé tout simplement sur Internet les écoles françaises ou internationales qui proposaient un programme français. Et je suis tombée sur BCIS Phuket, donc l'école où je travaille actuellement. J'y suis allée au culot. Et j'ai demandé à visiter l'école. Pendant ton tour du monde, hein. Pendant mon tour du monde, ouais, ouais. Ah ouais, non mais c'est J'étais fou. qu'à 3 mois de tour du monde, en fait, hein, pour Oh là l'instant. là. Mais j'anticipais déjà, parce que je savais que je ne voulais pas rentrer en France pour retravailler chez moi, mais je voulais essayer un autre pays. Ah, tu voulais quitter Miami aussi, Ah bah c'était de toute déjà un peu façon, oui réfléchi? voilà, hein, de toute façon quand j'ai quitté Miami, je n'avais plus ma place, hein, donc dans tous les cas Ah, je d'accord. serais pas retournée. Tu pouvais pas revenir Non, après je l'année. pouvais pas. Ok. Et donc voilà, vendredi soir je me suis pointée à l'école Génial. et puis le directeur me dit écoutez, je peux vous recevoir voilà demain matin. Donc c'était samedi et moi je décollais le dimanche pour le pays suivant, quoi. Et le samedi matin je suis revenue, j'ai fait la visite de l'école qui est une école vraiment extraordinaire. Et, je sais pas, au bout de 10 minutes, mais j'avais plein d'étoiles dans les yeux, tu vois, et je me suis dit, mais je veux Oh, enseigner ici, quoi. Je ferai tout pour enseigner ici. Et incroyable. donc j'ai dit clairement au directeur que voilà, je voulais laisser mon CV et que s'il y avait une place quelconque, j'aurais souhaité qu'on m'appelle, quoi. Donc ouais, t'as vraiment eu un coup de foudre Ah pour la ouais. Thaïlande, Ah ouais, clairement. ouais. Et aussi pour l'école, Et quoi. pour Enfin, l'école. Alors ça s'est fait instantanément. en premier lieu vraiment, mais le pays et tu vois aujourd'hui ça fait quasiment 1 an et demi maintenant que je suis là, et c'est toujours intact, c'est toujours Ah, pareil. génial. Tu vois, quand je rentre en France et que je reviens en Thaïlande, j'ai toujours ce truc dans le ventre comme quand tu aimes, quoi, tu vois. Et je sais que je suis bien Ouais, ici, quoi. ouais. Et j'ai pas pour l'instant c'est ici.
Et t'aurais jamais cru avoir le coup de foudre pour la Thaïlande en plus, parce que tu disais que toi, tu pensais avoir un coup de cœur pour Ouais, l'Australie. c'est Ouais, ça, c'est c'est ça. ça. Moi, la Thaïlande, Ouais, je savais qu'il y avait beaucoup de Français qui partaient en vacances là-bas, tu vois, mais je suis. En plus, on l'a mis au programme du Tour du Monde, bon, parce que c'était plus ou moins sur le chemin. Avant, on était en Inde et avant, on était en Chine. Donc, tu vois, c'était plutôt dans la logique, mais franchement, pas un pays que je souhaitais découvrir, tu vois. Mais alors, quand je suis arrivée, ça a bouleversé ma vie pour le coup, parce c'est que je me suis dit, incroyable. bah ouais, je veux rester en Asie, quoi. Ça, c'est sûr. Et puis, pour en revenir à l'école, donc je laisse mon CV et puis je continue mon tour du monde et je garde quand même contact avec le directeur pour savoir s'il y a une place qui se libère et la place elle se libère pas quoi. Je postule ailleurs, je postule dans d'autres écoles, je reçois 5 propositions, 5 offres d'emploi, enfin 5 Quand propositions même. d'embauche quoi si tu veux. Parmi les 5, bon, bah, voilà, j'ai choisi Manille. Alors, bon, les Philippines, alors Manille, quand on dit comme ça fait pas forcément rêver. Voilà, j'étais en Asie. Ça me permettait d'être pas trop loin de la Thaïlande au cas où. Ouais, ça t'apporte d'entrée tranquillement. Voilà, mets-toi là, on ne sait jamais, sur un coup de chance, tu sais pas ce qui peut se passer. Et alors après, effectivement, Manille ne fait pas rêver. Par contre, les autres îles des Philippines, c'est quand même extraordinaire à visiter. Donc je m'étais dit bon bah voilà, c'est pas grave, pendant les vacances, et je bougerai et je visiterai ce pays. Quoi. Et donc je signe avec eux au mois d'avril et puis mi-juin, je reçois un coup de téléphone de Phuket qui me dit bah écoutez, il y a une place qui se libère et le poste si vous voulez est pour vous. Donc mi-juin 2020. Mi-juin 2020, C'est ça, hein. mi-juin 2020. Donc toi, t'étais bloqué en Ouais. Nouvelle-Zélande depuis mars. Depuis mars, ouais, exactement. Et je suis restée, Donc ouais, t'attendais. j'attendais en fait. J'attendais qu'on puisse Ouais, c'est ça, hein. sortir du pays. Et je te dis que, franchement, pendant 4 mois, j'ai jamais perdu espoir de continuer mon tour du monde. Bon, au bout de 4 mois, j'ai lâché l'affaire. Ouais. J'ai bien vu que j'y arriverais pas. Et puis la situation se dégradait tellement en Europe on m'a dit de pas rentrer en fait. On m'a dit de pas rentrer en France. Ouais. En tout cas, Ok. de pas repasser par la France avant d'aller dans un autre pays. Tu vois ce que je veux dire? Ça allait compliquer les choses sinon, ouais. Et après, quand j'ai eu ce poste, après entretien, quand j'ai eu ce poste à Phuket, là j'ai entamé les démarches, ça m'a pris 2 mois et j'ai seulement décollé avec un vol de rapatriement, c'est même pas un vol commercial, c'est un vol de rapatriement. J'ai décollé le 31 août, donc je suis restée bloquée 7 mois. Hein. 7 mois, Ah oui, dis ouais. donc. Et Ok, le oui, c'est 31 énorme. août, j'ai pu décoller de Nouvelle-Zélande pour arriver à Phuket. Donc je suis arrivée en retard par rapport à la rentrée. La rentrée c'était le 1er septembre. Et moi, j'ai été obligée de faire une quarantaine à Bangkok de 2 semaines avant de rejoindre Phuket. Et alors, du coup, dans quelle école Donc c'était l'école que tu avais Oui. choisie. Et qu'est-ce que c'est comme genre d'école? Est-ce qu'il y a plusieurs types d'écoles en Thaïlande? Comment ça se passe? Alors, c'est comme un peu partout. Tu as des écoles publiques et puis des écoles privées. Donc là, c'est une école privée internationale. Dans cette école, il y a 2 programmes. Il y a le programme français et le programme Cambridge. Et c'est une école qui est toute récente. Euh, elle est vraiment récente, donc les infrastructures sont incroyables, tout est neuf, c'est une école toute blanche sur 4 niveaux, tu as des baies vitrées partout, tu as vu sur Big Buddha qui est le point central si tu veux de Phuket. Euh, et puis c'est une école qui grandit très vite. Il y a de plus en plus d'élèves chaque année. Le fondateur de l'école a énormément de projets en tête. Donc là, il vient de construire un sport center qui est juste derrière l'école. Il y a une piscine olympique de 50 mètres. Oh la vache. Et voilà, le sport center sur 3 étages. Il va y avoir piste de bowling et compagnie. Tu vois tu vois l'ampleur du projet. Ouais, c'est vraiment incroyable. Et toi, t'as quelle classe alors? Alors, moi, j'ai la classe de CM1, CM2 depuis 2 ans. C'est pas du tout le niveau que je souhaitais, mais plus que tout, je voulais vivre en Thaïlande. Donc, sachant que je suis censée être capable d'enseigner dans ce niveau-là, même si je l'ai jamais eu. Du coup, voilà, ça n'a pas posé de problème. Aujourd'hui, je suis ravie parce que c'est vraiment un niveau que j'apprécie, que j'ai appris à découvrir.
Et aujourd'hui, je m'y sens très bien. Et alors là, c'est pareil, comme aux États-Unis, tu as aussi un programme français à Ouais, c'est le suivre? même, hein. Je suis exactement les mêmes Ok, instructions toujours officielles. Ouais, pareil. exactement pareil. Donc pareil, des élèves français ou Ou franco-thaï maintenant. de... Franco-thaï. Ouais, c'est Ouais, ça, de couples mixtes. ouais. Ouais. Beaucoup, hein. Ok, Généralement, c'est c'est le papa génial. qui est français et la maman qui est thaï. Et alors, du coup, au niveau de tes conditions d'enseignement, comment ça se passe, toi, en Thaïlande? Ouais, alors au niveau des horaires, moi je travaille du lundi au vendredi, de 8h15 à 15h45. Donc on a une heure de pause à midi. On a environ 24 heures devant élèves. Après, on est obligé de. Enfin, on est obligé, oui, on reste sur le campus en fait, hein. On reste sur le Ouais, tu campus, même travailles? si tu n'as pas cours parce que c'est un autre intervenant qui est là, toi tu restes sur le campus parce qu'il peut y avoir des remplacements à faire. Et puis bah, ça te permet aussi, alors on peut avoir des réunions, hein, sur ces temps où on n'a pas les enfants, et ça te permet aussi, si tu veux, enfin la logique est vraiment de travailler quand tu es sur le campus, préparer tes cours, faire tes corrections, etc., pour avoir le moins de travail possible quand tu rentres chez toi. Donc, sachant que tu es sur place, de toute façon, bon, bah voilà, autant, tu vois, pendant tes heures libres, autant vraiment travailler. Comme ça, tu ramènes moins de travail à la maison. Ouais, ouais, c'est clair. Bah, après, c'est un peu le même principe, j'imagine, aussi aux États-Unis, puis même en France. Il y a un certain En... nombre d'heures devant élèves, et puis après, tu fais. Après, bon, soit t'es chez toi, soit t'es à l'école, mais t'as aussi des corrections et forcément ta classe à préparer pour le lendemain à Ah chaque bah fois. bien sûr, ça, de toute façon, un enseignant n'a jamais fini, hein. C'est On ça. se bat assez d'ailleurs pour qu'on reconnaisse vraiment notre travail, qui n'est pas que 24 heures devant élèves. On a beaucoup, en fait, on a même, j'ai même envie de te dire qu'on travaille même plus à la maison que les 24 heures qu'on fait devant les élèves, quoi. Tu vois, parce que toutes les Ouais. préparations, les Mm. bulletins, les corrections, enfin, et puis tous les Puis réajustements qu'on préparer fait, quoi, tu vois. toute la journée, Ah ouais, ouais. la journée du lendemain et tout Ah préparer. bah oui, il faut préparer. Et puis un professeur des écoles, il a en gros 9 à 10 matières. Donc En plus, 9 à c'est 10 vrai, t'as matières, raison. moi j'ai deux niveaux, CM1, CM2. Ah, en plus. Tu fais le calcul, quoi. Donc là aujourd'hui j'ai de la chance parce que j'ai 15 élèves. C'est vrai que je suis très privilégiée au niveau du nombre d'enfants dans la classe. Mais quand tu fais le calcul des corrections, ça va vite aussi, hein. Ouais, tu Tu corriges m'étonnes. 15 cahiers fois je sais pas combien de matières. Bah voilà. Bon après, ça fait T'as de partie. quoi Ah ben t'occuper. non, mais c'est clair, hein, t'inquiète pas, je m'ennuie pas, hein. Mais après voilà, ça fait partie du métier, c'est ce qu'on a choisi aussi. Et est-ce que tu sens ton métier plus reconnu aux États-Unis, en Thaïlande, qu'en Ah oui, France? largement. C'est beaucoup plus tes compétences et ce que tu fais est beaucoup plus reconnu à l'étranger qu'en France, malheureusement. C'est pour ça qu'il y a quand même beaucoup d'enseignants qui partent de plus en plus. Et, et maintenant, encore pire, il y a beaucoup plus d'enseignants qui démissionnent. Oui, c'est vrai. Mm. On a un gros problème on a un gros problème, oui, un gros problème de reconnaissance, je trouve. Bon, et de respect, ça c'est un autre point. Mais ouais, on a beaucoup plus reconnu mon travail à l'étranger, ça c'est clair et net. Et toi, est-ce que tu te verrais retravailler de nouveau en France un Non, jour? non, ça c'est sûr. Jamais. Non, jamais. Je sais le genre d'école dans lesquelles j'étais en France. Je sais les conditions que j'avais, voilà, que ce soit au niveau horaire, que ce soit au niveau budget, que ce soit au niveau élève. Donc, quand tu as des classes à 30 élèves, tu fais pas la même chose que quand tu en as 15. Euh, voilà. Et aujourd'hui, je peux le dire, je n'ai pas envie et je ne rentrerai pas travailler en France. Tu vois, quand tu es expatrié et que tu es lié à l'éducation nationale, tu as quand même l'obligation de faire des demandes à chaque fois pour que ton académie d'origine continue à te prêter, entre guillemets, à un pays à l'étranger. Tu vois. Moi, chaque année, je demande presque l'autorisation, si tu veux, à la personne qui me gère en France, à l'inspecteur de l'éducation nationale, de ma circonscription, pour savoir si je peux ou non rester à l'étranger. Alors ça dépend du Et nombre quand de même. professeurs qu'il a, lui, dans son académie. Si jamais on est en surnombre, il va me dire, OK, tu peux rester à l'étranger. Si jamais on est en sous-effectif, il va me demander de rentrer. Et là, t'as pas le choix, ou alors c'est que tu dois démissionner. Voilà, c'est ça. Donc, Oh là pour là. l'instant, j'ai de la chance.
il m'a toujours dit oui depuis 2015. Il a même accepté mon année sabbatique pour le tour du monde. J'ai réfléchi, j'ai déjà réfléchi. Le jour où il me dira non, eh ben, je démissionnerai. Ah oui, ok. C'est sûr que ça se fait pas non plus. C'est quand même pas un choix, j'imagine. Ah bah oui, évident. Quitter l'éducation nationale, c'est franchement une sécurité d'emploi incroyable. Mais aujourd'hui, je ne peux pas laisser quelqu'un qui ne me connaît pas décider de ma vie. C'est pas possible. Je comprends. Et tu peux peut-être nous raconter un petit peu comment ça se passe, toi, à l'école en Thaïlande? Qu'est-ce qui te plaît? Peut-être qu'est-ce qui pourrait moins te plaire? Si tu as fait des projets aussi chouettes que tu as pu réaliser grâce au fait qu'il y a peut-être un peu plus de budget là où tu es. Ouais, alors, moi, je m'éclate. Je m'éclate vraiment dans cette école. Déjà, de par les infrastructures. Vraiment, tu peux faire beaucoup de choses. On a un planétarium. Hein. Oh, sérieux? Ah ouais, il y a un planétarium. Donc, au niveau des sciences, il y a de quoi faire. Il y a un labo de sciences. En fait, il y a deux campus, tu vois. Il y a un campus junior où tu as vraiment les petites classes, plutôt de primaire. Alors, moi, je fais toujours partie du primaire, CM1, CM2, mais comme je suis liée à la 6e, je suis dans le campus senior. Et donc, je suis au contact du collège et du lycée. Donc, j'ai accès à toutes les salles parce qu'il y a des salles il y a les labos de sciences. J'ai accès éventuellement salle de géographie, salle de développement durable. Il y a une salle Steve Jobs avec tous des Macs flambant neufs. Il y en a 20. Donc, je veux dire, en France, tu galères à avoir un PC, un par classe. Là, tu vois, c'est clair. Tu as des Macs qui font je sais pas combien de centimètres. C'est un truc incroyable. Tu as une salle de robotique, tu as une salle de danse avec des vitres partout. Tu as une salle de théâtre, t'as un studio photo, enfin, c'est un truc de dingue, quoi. Tu vois, donc forcément, quand tu travailles, moi je vais au boulot le matin, c'est génial parce qu'il y a tout ça qui fait que ça te donne déjà envie d'aller au boulot, tu vois. C'est ça, et puis en plus, j'imagine que ça te permet d'aborder toutes les choses au programme d'une manière beaucoup plus différente aussi, puisque tu as plein de ressources chez toi, quoi. C'est ça, tu vois, là on a une salle d'art aussi. La salle d'art, elle est je sais pas, je crois qu'elle doit faire 3 salles de classe en vrai, tu vois. Et donc, il y a tout dedans, tu as toutes les peintures, tout ça. Des fois, en France, tu galères. Tu vois, tu as 3 pots de peinture, tu as 2 feuilles, bon. C'est une matière, en toute honnêteté, qui passe très souvent à la trappe, quoi. Tu vois, là, en musique, c'est pareil. En musique, là, on a une salle de musique avec tous des instruments. Il y a des pianos, il y a des guitares, il y a tout ce que tu veux. Enfin, donc, tu peux faire des choses. Tu peux faire beaucoup plus qu'en France. Et dans les matières, tu peux aller beaucoup plus loin. Tu vois. Donc, c'est ça qui est très enrichissant. Alors, déjà pour les enfants, mais même pour l'enseignant. Parce que moi, j'ai jamais eu ces conditions de travail. Et depuis que je me suis expatriée, je trouve que j'ai énormément progressé en tant qu'enseignante. Tu vois, j'apprends tout le temps. Ça fait 14 ans que je suis prof et je continue à apprendre. Parce que j'ai les moyens humains et j'ai les moyens matériels pour progresser, quoi. Alors, qu'est-ce que tu as pu du coup mettre en place comme projet avec tes élèves? Alors, écoute, l'année dernière, on a fait quand même une petite partie de l'année en distanciel. Donc là, il a fallu adapter l'enseignement. En plus, moi, c'était la toute première fois, puisque quand le Covid est apparu et que les enseignants ont dû passer en ligne, moi, j'étais en tour du monde. Donc, j'ai pas connu ça, tu vois. Moi, j'ai vu tout le monde galérer, moi, j'étais en vacances. Donc, surtout, je rigolais, sauf que l'année dernière, quand ça m'est tombé dessus, et qu'en 3 jours, je devais mettre en place un enseignement à distance, j'étais la seule qui était perdue, quoi. Ouais. Tu vois. Et bon, après, voilà, hein, j'ai cherché par moi-même, et puis je me suis adaptée. Alors, du coup, avec l'enseignement en ligne, j'ai créé avec les enfants un musée virtuel. Et c'était incroyable parce que on était parti d'œuvres d'art, alors multiples et variées, hein, et le but, parce que tu vois, faire de l'art à distance, vas-y quoi, hein, c'est pas évident. Et donc je m'étais dit, on va utiliser ce qu'on a à la maison et on va, en s'inspirant d'œuvres d'art, on va représenter les œuvres d'art avec les personnes qui sont chez toi et les objets qui sont chez toi. Ah, c'est une super idée. Et donc, idée. Je te jure, l'imagination des gamins, ça a été incroyable. Alors, ils devaient se prendre en photo, donc ils devaient tout mettre en scène, tu vois, par rapport... je leur donnais un tableau, je sais pas, Léonard de Vinci ou j'en sais rien.
Ils devaient réunir tous les objets dont ils avaient besoin, éventuellement faire participer les frères, les sœurs, les parents, les grands-parents, la nanny, tout ce que tu veux, tu vois, même le jardinier, s'il fallait. Et ils se mettaient en scène, ils prenaient la photo. Et après, moi j'ai fait un montage dans PowerPoint où je mettais le tableau d'origine avec la photo des enfants. Et on a fait un musée virtuel comme ça, avec vraiment une tonne de... Alors déjà avec tous mes élèves, il y avait quand même pas mal de choses à faire. Et puis je leur avais donné vraiment une multitude de tableaux. Qui fait qu'à la fin, ça fait comme une petite expo virtuelle, voilà, qu'on a publiée d'ailleurs sur le Facebook de l'école. Et ça, c'était vraiment chouette, quoi. C'était vraiment chouette. Donc ça a été un des projets vraiment sympas. Un autre projet que j'ai fait aussi, c'est en histoire. Parce qu'en histoire, c'est vrai que c'est pas une matière facile à faire à distance. Et j'ai fait découvrir François Ier à mes élèves grâce à un escape game en ligne. Voilà, wow. Donc du coup on était parti du château de Chambord et donc il devait aller dans les pièces, il devait trouver des énigmes. Alors tout ça, toutes ces énigmes et toutes ces choses à chercher, les codes secrets et tout, étaient en lien avec, dans tous les cas, la vie de François Ier, de ce qu'il a fait, tu vois. Par exemple, il y avait le code de la première pièce, c'était 1515. Bon bah voilà, tu vois, du coup, il retenait la date, etc. Et donc, à la suite de ça, on a fait la découverte des châteaux de la Loire. Donc chaque enfant s'est occupé d'un château et en l'espace d'une semaine, on avait fait comme une balade virtuelle à travers le château de la Loire en étant en Thaïlande. Donc ça, c'était chouette aussi. C'est trop cool. Mais en plus, c'est des enfants qui grandissent du coup en Thaïlande et qui n'ont peut-être pas forcément été souvent en France en plus. Ouais, c'est ça. Et du coup, ils sont maintenant, tu vois, avec ça, ils se disent, oh là là, bah, si jamais je vais en France, je vais à Paris, je vais voir ça, je vais aller voir François Ier, je vais aller voir le château de Chambord, tu sais, après, ils sont tout fous, tu vois, ils sont tout contents. Et ça, ça a été vraiment deux chouettes projets, quoi. C'est vrai que oui, avec le virtuel, ça doit être assez compliqué, mais bon, finalement, c'est une autre façon de faire. Fait. C'est vraiment une autre façon de faire. Moi, tu vois, par exemple, c'est une façon que j'ai carrément accroché, en fait. Et l'enseignement en ligne, aujourd'hui, je le préfère à l'enseignement en présentiel. Ah, c'est marrant. Mais alors, du coup, c'est vrai que j'ai même pas pensé à te poser la question, mais tu as dû apprendre le thaï depuis que t'es arrivée? Alors, pour l'école, pas du tout, parce qu'il y a un prof de thaï, donc c'est pas moi. Moi, c'est vraiment que le français. Donc, les enfants doivent être immergés en français, ils doivent entendre que du français. Même si un enfant n'a pas été scolarisé dans un programme français depuis très longtemps, qu'il arrive et qu'il parle quasiment qu'anglais, bah tant pis. Le but, c'est que voilà, il soit baigné dans la langue française. Bah tant pis, j'aime bien. Bah tant pis. Tant pis. Bah ouais. Et ben c'est comme ça que ça marche. Et donc non, pour le travail, pas du tout. J'ai pas été obligée. Par contre, ayant un vrai coup de cœur pour la Thaïlande et surtout pour la population thaïlandaise, j'ai eu à cœur l'année dernière de commencer à apprendre le thaï. Les 4 premiers mois ont été les 4 premiers mois où je me suis installée, j'ai pris mes marques et tout. J'ai pas pu commencer les cours, mais j'ai commencé en février de l'année dernière. Voilà, avec une prof qui parle très bien anglais, parce que du coup, ce qui est difficile, c'est que j'apprends une langue difficile à partir de l'anglais et pas à partir de ma langue maternelle. Ah oui. Tu vois, donc il faut déjà quand même relativement maîtriser l'anglais pour comprendre comment elle va te traduire pour le thaï. Ouais. Tu vois, une sacrée gymnastique déjà cérébrale à la base. Au bout d'une heure, tu sais plus comment tu t'appelles. Oui, je pense 1 heure, ça suffit. Ça suffit, ouais, c'est ça. Et donc j'ai pris 6 mois de cours de février à juillet, puisqu'après juillet, je suis rentrée en France pour l'été. Donc à raison d'1 heure, 1 heure voire 2 par semaine, ça dépendait. C'est une langue très difficile. Franchement, je crois qu'il faut 10 ans. Et encore, je crois que même au bout de 10 ans... C'est ça, parce qu'en plus, c'est un autre alphabet. Ah ouais, mais c'est tout. Et c'est une langue chantante. C'est une langue qui a 5 tonalités. Donc, ah, super. Et en fait, en fonction de la tonalité que tu prends, même si c'est la même lettre, ça te dit pas les mêmes mots. Alors déjà, t'as plutôt pas intérêt à te tromper, parce que sinon, des fois, tu sors des belles... tu vois ce que je veux dire? Voilà. Non, c'est vraiment très difficile. Après... la prof était incroyable. Je reste persuadée que la meilleure façon, c'est d'avoir un conjoint thaï. Ah oui. Bah oui, parce que oui, c'est vrai. La prof, en fait, tu vois, j'ai parlé à 1 heure avec elle par semaine. Alors après, il faudrait continuer l'entraînement, mais c'est difficile. Tu vois, moi, je me vois pas, je sais pas, aller dans un bar
aborder je sais pas, un Thaïlandais, une Thaïlandaise, et puis essayer avec mes 3 mots d'une conversation. En fait, j'y arriverai pas, tu vois, c'est pas possible. Il faut beaucoup plus d'entraînement, quoi. Oui, parce que finalement, tous tes collègues sont français comme toi. Alors, j'ai mes collègues français, et puis il y a des collègues qui sont de Cambridge, hein, donc qui sont anglais, quoi. Ah oui, exact. Ouais. Donc, tu fais vraiment français-anglais finalement à ton travail. Ouais, quoi. c'est ça, c'est vraiment ce que j'entends. Alors après, il y a aussi du personnel thaï, hein, qui est sur place, du personnel enseignant thaï, et puis d'autres membres du staff. Mais c'est pas des gens avec qui on échange toute la journée en thaï, tu vois. Donc oui, on a les mots de base, on sort, on sait dire bonjour, au revoir, merci, etc. Les petits trucs quand on veut commander au resto, c'est bon, maintenant on sait. Mais tenir une conversation avec un Thaïlandais, oui, c'est ça. Pendant 10 minutes, lâche à faire. C'est trop dur. C'est trop dur. Donc voilà, après je désespère pas, hein. Je progresse, hein. Je progresse tout le temps, mais il faut plus que ça. Ça mettra le temps qu'il faudra. Voilà. Écoute, déjà j'ai fait la démarche, et puis après, voilà. Et alors, mais toi, tu veux rester en Thaïlande? Dans ta tête, c'est ça, finalement. Ouais. Tu ne vois plus rentrer en France, comme tu disais, mais tu te vois peut-être aller dans un autre pays ou pas ou... Alors tout ça, c'est compliqué. Alors, comment dire, pour faire simple. Alors, c'est vrai que je dois, jusqu'à l'année dernière, je devais demander chaque année pour avoir l'autorisation de rester à l'étranger. Depuis l'année dernière, j'ai réussi à avoir 2 ans d'un coup. Donc, ce qui me fait gagner 1 an de démarche encore, à demander l'autorisation, à faire une lettre de motivation, à expliquer pourquoi je vais être à l'étranger. C'est un petit peu stressant, et puis non? c'est stressant parce que tu te dis, bon, voilà, si tu as un non, bon, il y a 2 solutions. Tu peux encore faire un recours, tu vois. Mais si le recours c'est non, c'est soit tu rentres, soit tu démissionnes. Donc c'est vrai que c'est pas très confortable. Donc là, j'ai réussi à avoir 2 ans, qui fait que là, pour l'instant, je vais jusqu'en juillet 2023. Voilà, sans devoir demander l'autorisation de rester. Donc ça, c'est 1 an et demi, tranquille. Voilà. Mais toi, c'est pour rester... Enfin, tu te vois pas vivre ailleurs qu'en Thaïlande? Alors, pour l'instant, oui. Ça, c'est clair. Après, j'ai d'autres projets personnels. Enfin, personnels qui vont être du coup professionnels, parce que j'adore l'enseignement. C'est vraiment c'est une vocation. Hein. Mais je me vois pas faire ce métier toute ma vie non plus. Du coup, je suis partagée entre effectivement rester en Thaïlande si je pouvais avoir la garantie de pouvoir rester avec les visas et que ça soit beaucoup plus simple, tu vois, avec l'immigration et tout ça, si on m'autorisait à rester plusieurs années, je resterais sans problème. Sauf que là, aujourd'hui, je peux être en Thaïlande parce que j'ai un contrat et j'ai un visa grâce à l'école aussi, tu vois. Donc, si jamais un jour j'arrête l'enseignement et que je n'ai plus de visa lié à mon contrat, je devrais quitter le territoire. Voilà. Ouais, je comprends. Aujourd'hui, non, parce qu'aujourd'hui, je veux rester en Thaïlande. Par contre, je ne ferme pas la porte à un autre pays après d'expatriation, ça c'est sûr. Voilà, c'était plus ça ma question. Mais pour l'instant, non, vraiment, la Thaïlande. Non, là, c'est la Thaïlande à découvrir à fond. Voilà, ça fait 2 ans, j'ai bien fait le tour, hein, en particulier. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions, d'avoir discuté avec moi. Ça m'a fait super plaisir d'en apprendre un petit peu plus sur la vie des profs à l'étranger. Et j'aimerais beaucoup qu'on termine cet échange déjà en nous disant un peu ce que ça t'a apporté, toi, sur le plan professionnel, personnel, de vivre comme ça dans plusieurs endroits du monde, d'avoir quitté finalement la France depuis pas mal d'années maintenant. Ouais, 7 ans maintenant. Ouais, 7 ans. Alors, qu'est-ce que ça m'a apporté? Franchement, je crois que je pourrais au moins te donner 10 bonnes raisons de s'expatrier. Alors, des raisons personnelles et professionnelles. Hein. Professionnelles, déjà, ça permet quand même d'étoffer ton CV. C'est pas négligeable. Donc voilà, sur ton CV aussi, tu peux mentionner que en tout cas, tu vas vers l'apprentissage d'une langue étrangère. Aujourd'hui, l'anglais, c'est indispensable. Je pense que les cours qu'on a en France, ça suffit pas.
Et si tu veux vraiment maîtriser une langue étrangère, par exemple l'anglais, c'est clair que il faut partir, quoi. Donc ça, c'est vraiment une très très bonne raison pour s'expatrier. Ça permet aussi de saisir de nouvelles opportunités professionnelles. Tu vois, moi je suis passée du public au privé, j'ai appris plein de choses. Vraiment, c'est deux mondes complètement différents. Et aujourd'hui, j'ai les deux aussi sur mon CV. Tu vois, je suis capable des deux, quoi. Et ça, alors après, tu peux même aussi à l'étranger, en t'expatriant, tu peux même avoir des postes et avoir des responsabilités que tu n'aurais pas forcément en France, tu vois. Et ça, je trouve aussi que c'est incroyable comme opportunité, il faut les saisir, tu vois. Je trouve aussi que moi, ça m'a permis d'avoir une meilleure qualité de vie parce que j'ai gagné mieux ma vie et j'ai pu faire beaucoup plus de choses avec ce que je gagne à l'étranger. Donc, ça, il ne faut pas se le cacher. Hein. C'est aussi... c'est le nerf de la guerre, comme on dit. Ouais. Hein. C'est un gros poids dans la balance. Hein. Donc voilà, c'est ce qui m'a permis aussi de faire tous ces voyages. Et qu'est-ce que ça t'a appris sur toi aussi, vraiment personnellement? Voilà, donc là, moi, c'est ce que je voulais dire. Ça, c'est vraiment la partie professionnelle. Maintenant, la partie personnelle, ça m'a permis de découvrir d'autres cultures. Je voulais pas rester cantonnée à la France ou à l'Europe. Je voulais vraiment, et de toute façon, je veux toujours voir le plus possible dans le monde. Donc, l'ouverture à d'autres cultures, l'ouverture d'esprit sur plein de choses et surtout prendre du recul par rapport à ton pays d'origine. Tu vois, en partant, on voit les bons côtés du pays d'accueil. Puis finalement, je retrouve aussi les bons côtés de la France quand je reviens. Il y a aussi ses mauvais côtés. Il y a les mauvais côtés quand je peux être en Thaïlande. Et ça me permet vraiment d'être ouvert sur ce qui se passe, tu vois, vraiment dans le monde. Donc ça te fait vraiment évoluer personnellement. Donc je trouve que c'est important. Et aussi, la dernière chose, ça serait faire de nouvelles rencontres. Tu vois, se créer un nouveau réseau d'amis et puis rencontrer de plus en plus de personnes des quatre coins du monde. Et ça, c'est incroyable. Au niveau richesse culturelle, tu es au contact de nationalités de partout dans le monde, quoi. Et voilà, après, si tu veux aller passer des vacances au Canada, tu peux. Si tu veux passer des vacances en Australie, tu peux parce que tu as eu un collègue australien. C'est incroyable, quoi. C'est toutes ces opportunités, en fait, qui s'ouvrent devant toi comme un éventail. Et c'est une richesse que l'expatriation, à part l'expatriation, franchement, je vois pas. Eh ben écoute, je te propose de conclure cet épisode en encourageant des personnes qui nous écoutent, qui seraient peut-être enseignantes et qui n'oseraient pas justement franchir le cap et se lancer en tant que prof à l'étranger. Alors, qu'est-ce que je pourrais leur dire? Moi, maintenant, j'ai envie de dire, c'est facile maintenant pour moi, donc j'aurais envie de dire, mais il faut pas hésiter, faut y aller. C'est juste incroyable après ce qui se passe dans la vie. Donc. Mais si j'étais, moi, dans la toute première fois, je dirais, ça serait de bien préparer le terrain, savoir pourquoi on part, et surtout être prêt à accepter les surprises et les imprévus. Si on a ces trois choses-là, tout se passe bien. Donc il faut le faire. Il faut s'expatrier. Eh bien, merci beaucoup pour ce petit mot de la fin. Merci à toi aussi. À bientôt. À bientôt. C'est la fin de cet épisode, mais j'ai encore besoin de vous. Si vous avez Apple Podcast, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et même à mettre un petit avis. Cela m'aide énormément à faire gagner en visibilité à ce podcast. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager au plus grand nombre. Il ne me reste plus qu'à vous dire à lundi pour un prochain épisode des Frenchies autour du monde.